Neurophysiologiste, professeur honoraire au Collège de France et membre de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies. Bonjour, Monsieur Berthaud. Bonjour, Madame Cohen. Vous êtes un expert de la physiologie des systèmes sensorimoteurs et de la mémoire spatiale. Vous avez été un pionnier dans l'usage de l'imagerie cérébrale. Vos champs de recherche ont également porté sur l'identité, le double, les avatars virtuels ou encore les robots humanoïdes. Vos travaux véhiculent en filigrane l'éloge de la diversité du vivant, la diversité des points de vue, la diversité des référentiels, la diversité des apprentissages. Une diversité plurielle au cœur de la cognition, au service de la créativité. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages. Le sens du mouvement, la décision, l'empathie, l'inhibition créatrice, etc., etc. La liste est très très longue. Votre dernier ouvrage, paru en 2023, Champion, le cerveau, point d'exclamation. C'était pour les Jeux Olympiques. Exactement. Et Paralympiques. Et Paralympiques. Vous avez choisi de nous présenter 3 principes du vivant qui peuvent être utiles à l'apprentissage, soit la simplexité, à ne pas confondre avec la simplicité, la vicariance ou l'art du détournement, et enfin l'inhibition, au-delà de la censure et de l'interdit. Oui. Pour rappel, cette conférence s'inscrit dans le cadre du 4e objectif de développement durable adopté par les Nations Unies en 2015 et sur lequel l'ISIT s'est engagé cette année, soit l'éducation de qualité, inclusive et équitable tout au long de la vie. Alors, cette matinée sera scindée en 2 parties. Définition des concepts dans un premier temps et mise en perspective dans un deuxième temps. À l'issue de chaque partie, nous disposerons de 20 minutes de discussion. Alors, Monsieur Berthoz, une question maintenant. De quelle manière cette trilogie simplexité, vicariance et inhibition permet-elle de revisiter les apprentissages d'aujourd'hui et d'éclairer ceux de demain? Vous avez la parole. Merci, Madame Cohen. Madame la directrice, bonjour. Ça me fait très très plaisir d'être là aujourd'hui et de vous parler du cerveau, au fond. Donc je ne suis pas compétent dans votre domaine principal, mais je vais vous parler un petit peu et peut-être qu'on peut commencer à montrer ma première diapo. Bien, on y va. Vous avez bouclé les ceintures, je n'ai que 90 diapos. Est-ce que ceux qui sont au fond voient à peu près? Bien. D'abord, quelques idées générales. Presque tout ce que je vais raconter est écrit. Nous devons aujourd'hui faire face à des défis majeurs dans un monde profondément bouleversé, où presque tous les modèles sont à revoir, la complexité des problèmes à résoudre est considérable. L'un des grands domaines qui fascine les esprits actuellement, par exemple, est l'intelligence artificielle, la puissance des algorithmes, la diffusion rapide du virtuel, qui en réalité accentue la distance entre l'homme et la nature. Le défi, par conséquent, à mon avis, pour refonder des méthodes d'apprentissage qui nous permettent de nous adapter à ce monde nouveau, il nous faut continuer à étudier et découvrir les merveilleuses capacités de l'intelligence naturelle. Il ne faut pas seulement apprendre, il faut surtout comprendre. Voilà. Donc je vous invite à un certain émerveillement. Or, nous sortons d'un siècle où a dominé une pensée rationnelle qui a perdu contact avec le sujet, l'acte et le réel. En mathématiques, c'était les mathématiques axiomatiques de Hilbert, contre Poincaré, qui disait « la géométrie est basée sur les mouvements, sur l'expérience sensible ». En philosophie, la philosophie analytique, qui évidemment privilégie le langage contre la phénoménologie, la logique contre le vécu. En psychiatrie, la domination de la psychanalyse, on pourra en discuter si vous trouvez que j'exagère.
En linguistique, le débat entre la grammaire universelle Chomsky et la diversité des langues, c'est-à-dire d'un côté l'idée qu'il y a des règles générales et puis d'autre part la diversité, Claude Agege par exemple. En management, le process, les procédures, la décision rationnelle, par rapport au fait, comme je l'ai dit dans mon bouquin, la décision, que l'émotion est aussi importante pour la décision. En économie, la dérive vers des modèles financiers à l'homme, alors que l'homme n'est pas un décideur rationnel. Mais depuis 30 ans environ, un changement majeur de paradigme est arrivé. La réintégration du rôle de l'acte, du corps sensible, de l'émotion dans la pensée, la décision, dans tous ces processus qu'on nous impose, rationnels. Moi, j'avais commencé mon bouquin Le sens du mouvement par la phrase de Faust qui dit, Faust, vous avez tous lu, hein, Faust qui dit « Au début était le verbe ». Et puis il se reprend, il dit « Non, au début était la force » et finalement il dit « Non, au début était l'acte ». L'acte, ce n'est pas l'action. L'acte, c'est l'action, mais avec une intention, un désir, une émotion. Et évidemment, il faut parler de Francesco Varela, Repartir de l'acte, la cognition incarnée, les livres de Damasio, que vous avez sûrement tous lus. Retrouver le rôle de l'émotion dans la décision, William James, Spinoza. Le retour de la phénoménologie, Merleau-Ponty, qu'il faut lire. Et en physique, des travaux comme le prix Nobel Charpak, qui a lancé cette méthode maintenant mondialement utilisée, qui consiste à apprendre les concepts théoriques de la physique avec les mains, en manipulant des objets. Revenir au réel, et pas seulement balancer des concepts. Et mon maître Bertrand Schwartz, ancien directeur de l'école des mines de Nancy, qui apprenait à des OS le concept de force par l'expérience. Donc retrouver dans la pensée la plus rationnelle le rôle du corps, la sensibilité. Et on a fait 2 bouquins dont on parlait tout à l'heure avec Jean-Luc Petit, philosophe, phénoménologie et physiologie de l'action, et avec Bernard Andrieux, philosophe aussi, à l'occasion d'un centenaire d'un anniversaire de Merleau-Ponty, enfin un anniversaire, un centenaire, le corps en acte. Donc refonder tout ça à partir du sujet et pas simplement de systèmes imposés. Voilà un exemple d'un papier. Alors je vais vous montrer comme ça des diapos qu'on n'aura pas l'occasion de détailler, mais qui sont au service d'une idée et qui vous montrent qu'il y a de la littérature scientifique sur ces sujets. Donc chaque fois, comme la plupart d'entre vous ne peuvent pas le voir, il y a en bas les références. Alors, premier concept, la simplexité. Alors, l'idée, c'est qu'au cours de l'évolution, parce que c'est ça qui est important, hein, nous sommes sapiens, comme dit Jean-Jacques Lublin, une espèce prédatrice. Au cours de l'évolution, pour faire face à un monde complexe, où domine l'incertitude et à la complexité du cerveau, les organismes vivants ont mis au point des solutions. Ces solutions, parce que survivre, c'est pas être là pendant 1 heure à écouter Berthoz, c'est 50 millisecondes depuis quelques millions d'années. Donc on ne peut pas être là en train de réfléchir. Il faut trouver des façons d'aller vite dans un monde complexe avec un cerveau et un corps complexes. Ces solutions sont des principes simplificateurs à tous les niveaux de l'approche du vivant, depuis le niveau moléculaire ou génétique jusqu'au comportement individuel, perceptif, moteur, cognitif et social. Ils ne sont pas simples, ils sont simplexes. Et ils mettent en jeu toute une série de mécanismes qui ont été mis au point au cours de l'évolution, que nous découvrons par la physiologie, les neurosciences, etc. La modularité, la division du travail, je reviendrai là-dessus, ce qu'on appelle la diminution du nombre de degrés de liberté, c'est-à-dire pas avoir affaire à 50 paramètres à la fois, l'anticipation, la prédiction probabiliste, la redondance, c'est-à-dire multiplier les systèmes, la mémoire qui est essentiellement faite pour prédire, les détours de multiples espaces, l'inhibition, l'émotion. Voilà un petit peu le menu du restaurant aujourd'hui. Et je vais prendre quelques-uns de ces principes, quelques-uns en vous donnant des... Alors il se trouve que ce bouquin, ce livre, et ces principes surtout,
qui ne sont pas les miens, mais qui sont ceux du vivant, donc de vous, qui êtes là assis, ont intéressé toute une série de domaines d'application. Les architectes, un des plus grands cabinets d'architecture français, Brunet Sautier, qui a fait l'hôpital de Marne-la-Vallée, par exemple, immense. Le directeur de l'innovation de Bouygues, avec qui je mène depuis maintenant 4 ans un projet sur comment refonder une nouvelle ville, depuis une smart city, avec toutes les méthodes informatiques, jusqu'à la rénovation du quartier nord de Marseille, c'est tout à fait différent. Les gens de la théorie de la complexité, nous avons fait un bouquin d'un colloque multidisciplinaire, complexité, simplexité, pour discuter les rapports entre les théories de la complexité et la simplexité, et puis même les banques. Parce que le professeur Angela Menzoni, qui est de l'école centrale, est venue me voir. Elle m'a dit, écoutez, dans le back-office, c'est-à-dire les bureaux qui sont entre les clients et les gens qui font les procédures bancaires, plus personne ne comprend rien. Plus personne ne comprend comment ajuster les procédures qui sont imposées par l'informatique, etc., et les clients. Et donc, il faut tout refonder. C'est ça que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. Il faut tout refonder. Et dans tous les domaines, y compris d'ailleurs l'EDF, j'ai été invité par les 50 directeurs du nucléaire pour la décision. Il faut tout refonder. Donc, ce petit bouquin et les principes qui sont les principes du vivant commencent à intéresser des domaines très larges, parce que tout le monde est convaincu qu'il faut trouver de nouvelles, qu'il faut réfléchir. Et c'est vous, c'est votre boulot. Dans son texte « Action et connaissances en clinique de l'activité », Yves Clos, le grand psychologue du travail dont vous avez déjà entendu parler, je pense, peut-être, inspiré par Vygotsky, Léontiev, Floria, dont je sais que vous avez, grâce à Mme Cohen, entendu parler, insiste en d'autres concepts sur le rôle de détour. Le détour, je vais vous expliquer. Attentionnel dans le guidage de l'action et la genèse de la connaissance. Et son analyse est très proche de celle que j'ai développée autour des concepts de simplexité et de vicariance. Nous avons organisé au Collège de France, il y a maintenant 20 ans, un immense colloque avec 600 personnes, 50 orateurs, qui s'appelait « Travail, identité, métier, quelle métamorphose ?» Il y a 20 ans. Travail, identité, métier. Parce que l'idée était que les modifications du monde et du travail remettaient en cause, y compris l'identité. Alors, je vous donne quelques exemples de principes complexes. Alors là, on y va, la physio, le cerveau, etc. Je vais aller trop vite, mais je vais essayer d'être un peu simple, quand même, simplexe. Le cerveau impose au monde ses interprétations. Vous avez l'impression que ces deux petites créatures n'ont pas la même taille. En fait, si vous allez sur l'écran, vous pourrez constater que ces deux sujets ont exactement la même taille. C'est le contexte qui fait que votre cerveau décide que ces deux... ils projettent une hypothèse. Même chose à droite. Les psychologues aux États-Unis, en Californie, il y a 50 ans, avaient construit une pièce trapézoïdale. Et quand on regardait de l'extérieur par un petit trou, à l'intérieur, on percevait cette pièce comme absolument cubique. Et deux petites filles qui avaient la même taille étaient perçues comme n'ayant pas la même taille. Ça, c'est parce que le cerveau aime la symétrie. Donc votre cerveau ne reçoit pas les informations simplement et les traite, il projette ses hypothèses. Ce qui permet d'aller vite, de reconnaître des formes, mais en même temps, évidemment, on peut se tromper. C'est la source des erreurs. C'est-à-dire que dans le cerveau, vous savez qu'à l'arrière, on a le cortex visuel, par exemple. Là, c'est le cortex préfrontal, ici. Le cortex limbique, les émotions. L'amygdale, qui est la structure qui reçoit les émotions. Eh bien, toutes ces structures, et même le cortex visuel, il n'y a pas seulement des voies qui vont de l'extérieur vers l'intérieur, il y a des voies nombreuses qui vont et qui modifient d'emblée les informations. Tout ce que vous percevez en ce moment entre par une structure qui s'appelle le thalamus, la porte d'entrée, comme on est tous entrés par la porte là. Eh bien, dans le thalamus, nous pensons qu'actuellement, il n'y a qu'une proportion assez infime de choses
que le thalamus envoie au cortex qui vient de l'extérieur. L'essentiel vient de l'intérieur. Le cerveau, ça prédit, ça préfigure. Autre exemple de simplexité, vous voyez, c'est pas simple de projeter a priori les choses, mais ça permet de reconnaître plus vite. Ça a des avantages et des inconvénients. Le geste, si je fais ça avec mon doigt, comme ça, une ellipse, vous avez l'impression que je suis à vitesse constante. Eh bien, pas du tout. Je vais vite quand la courbure est faible et je ralentis au virage. Vous ne le percevez pas parce que quand je fais ce mouvement, la courbure et la vitesse tangentielle sont liées par une loi absolument rigide pour tous les mouvements, y compris pour la marche. Si je me balade dans un gymnase et que je fais une ellipse, c'est la même loi. Alors on se dit mais pourquoi? C'est curieux. Tous les mouvements naturels, y compris ceux que vous faites quand vous dessinez, sont régis par cette loi qui lie la courbure et la vitesse tangentielle. Et alors, comme je vais vous le dire dans un instant, c'est vraisemblablement cette limite apparemment, qui apparemment est une complexité ou une simplification, vient du fait que tout ça est produit par des géométries dans notre cerveau. Bon, on va en parler dans un instant. La marche, c'est absolument incroyable, la marche, comme complexité. Il y a des générateurs de patterns dans la moelle qui font qu'on oscille les pas les uns après les autres. L'initiation de la marche, on peut marcher, courir, sauter, il faut passer d'un système à l'autre. Il faut intégrer avec la posture, l'émotion, le but. Il faut naviguer parce que marcher, c'est aller quelque part et décider. Marcher dans la rue, c'est décider en permanence. La marche est donc un système, un ensemble, une complexité invraisemblable compte tenu des centaines de muscles qu'on doit mettre en jeu, etc. Eh bien, on a aussi découvert, et je n'ai pas le temps de vous le dire en détail, qu'il y a toute une série de principes qui permettent de simplifier tout cela, de mettre tout ça en cohérence, d'assurer l'unité de tout ça. Évidemment, quand on vieillit ou qu'on est malade, ça se déglingue. Par exemple, si je suis dans une pièce, que je pars et que je veux passer à travers une porte suivant une direction différente, si je veux faire comme ça et puis comme ça, je peux le faire comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et bien tout le monde fait ça. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la stéréotypie des trajectoires. Et encore une fois, on se dit, mais c'est curieux, pourquoi l'évolution nous a conduit à... Alors les ingénieurs parlent de... Un certain nombre d'entre vous ont fait des études d'école d'ingénieur, d'optimisation. Il y a quelque chose, il y a un mystère là. Alors le mystère, il est quelque part dans le cerveau, évidemment, avec Tamar Flash, qui est une très grande chercheuse israélienne de l'Institut Weizmann, qui est une mathématicienne, avec Daniel Benquin, un des grands mathématiciens français, et l'étudiante, parce qu'il y a toujours une étudiante qui fait le boulot et qui en même temps a les idées, Ronit Fuchs. On a comparé des données de mon laboratoire sur la marche et des données sur le dessin de formes complexes. Et ce que les mathématiciens ont décrit, c'est pas moi parce que je ne comprends pas la plupart de leurs mathématiques, c'est qu'en réalité, notre cerveau ne travaille pas dans la géométrie euclidienne. C'est quoi la géométrie euclidienne? C'est ce qu'on nous apprend tous à l'école. C'est que c'est les coordonnées x, y, un point et des coordonnées. On décrit les mouvements de cette façon. Et Poincaré avait déjà dit, le grand mathématicien, avait déjà dit la géométrie euclidienne, c'est la plus facile, mais ce n'est pas la vraie. Et ce qu'on a découvert tous ensemble, qu'on a publié, c'est qu'en réalité, quand on dessine ou qu'on bouge, qu'on fait une trajectoire, eh bien, le cerveau utilise au moins 3 géométries. Et en particulier des géométries non euclidiennes, qui sont apparemment plus compliquées. Voilà, c'est là où on est dans la simplexité. Le cerveau utilise des géométries dont les mathématiques sont apparemment plus compliquées. Et pourquoi? Eh bien parce que les mathématiciens nous l'ont montré, parce que en utilisant ces géométries qui sont apparemment plus complexes, eh bien les paramètres temporels, le temps et l'espace, sont
sont combinés plus facilement. Par exemple. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais voilà l'idée. L'idée, c'est qu'une partie de ces lois apparemment qui simplifient, qui nous contraignent dans nos mouvements, dans nos gestes, dans nos déambulations, sont liées au fait que le cerveau utilise des géométries qui sont apparemment plus compliquées, mais tout ça, ça permet d'être plus cohérent. Et ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on travaille, là je n'ai pas du tout le temps d'entrer dans le détail, on travaille avec Daniel Benquin, qui est un des plus grands mathématiciens français, sur qu'il faut rendre compatible tout ça. Non. C'est juste un exemple. Alors, autre principe très important, la modularité. Alors, la modularité, c'est la division du travail. Hein, il y a des boulangers, il y a des bouchers, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des notaires. Les sociétés font tout ça. Eh bien, le cerveau aussi. Vous savez qu'il y a des centres pour la vision, pour l'audition. Il y a des centres pour... il y a des voix, comme la voix dorsale ici, qui est la voix qui dit où vous êtes ici dans cette pièce, qui code l'espace. Et puis, il y a des voix plus ventrales qui codent les détails. Par exemple, vos visages sont codés dans la voix ici qui descend. Alors que la place que vous occupez dans cette pièce, ou l'ensemble de l'espace, est codé de façon différente. Donc il y a des modules différents. Alors c'est très très pratique, mais c'est une complexité apparente. Parce que si vous divisez le boulot, c'est un peu comme les démocraties, hein. C'est pratique, on divise le travail, mais après il faut assurer la cohérence, il faut assurer l'unité. Et donc un des défis des neurosciences modernes, c'est de comprendre à la fois comment sont créées ces fonctions particulières, principe de modularité, mais comment en même temps est assurée l'unité ou la capacité de... Et je vais parler de la vicariance tout à l'heure. Autre exemple de modularité, la division pour les décisions entre la partie du cerveau qui est ici en avant. Alors, les informations sensorielles, elles arrivent derrière, et puis il y a toute cette partie du cortex préfrontal ici, dans lesquelles sont prises des décisions, disons, cognitives. Et puis, il y a ça c'est qui fait la sélection. Et puis, vous avez toute une partie ici, l'amygdale et tout, je vous ai montré tout à l'heure. Je reviens en arrière une seconde. Voilà, ici, là. Voilà, c'est le petit cours de physio du matin qui est activé quand vous avez vu mon visage. Immédiatement, vous avez dit, le type, il a l'air sympa ou pas. Vous avez affecté à mon visage une valeur. Ça, c'est votre amygdale qui fait ça. Et cette valeur, elle est comparée avec ce que vous avez pu voir là. Vous avez dit, ouais, mais il a une veste, et peut-être puis il est vieux, etc. C'est-à-dire, votre cerveau cognitif a comparé l'aspect émotionnel, la valeur que vous avez attribuée à mon visage, avec les considérations cognitives. Eh bien, il y a un troisième module qui a été étudié en particulier par Étienne Quéclin sur la motivation. Alors, en principe, on ne prend pas d'image de mes diapos. Je vous signale pour celle qui fait du cinéma là. Bonjour à la fin, mais enfin bon, voilà. Ce qui est important, c'est que vous le lisiez. Et puis après, c'est à vous que je vais poser des questions là. Hein. Bon. C'est la motivation. C'est je vois une pomme, j'ai envie d'une poire et je préfère une mandarine. Donc modularité dans l'affectation en quelque sorte de valeur au monde. C'est un principe simplexe parce que c'est compliqué tout ça apparemment. Alors je vous recommande la lecture des travaux de Damasio qui a fait une synthèse de ça d'une certaine façon sur ce sujet et bien d'autres, y compris le soi. La coopération entre les modules. Par exemple, l'émotion renforce l'apprentissage, puisqu'on est là pour parler d'apprentissage, apprendre. Mais vous savez que Damasio a montré d'un cas particulier, à partir d'un cas particulier de quelqu'un qui était incapable de prendre une décision. C'était quelqu'un qui avait pris une barre métallique en travers du cortex préfrontal ici. Il était vivant,
mais il ne pouvait pas prendre une décision. Il disait, pour prendre des rendez-vous, il disait, ouais, mais peut-être que je peux aller un jour, mais peut-être un autre, etc. Il ne pouvait pas prendre de décision. Et il a montré qu'en réalité, il n'arrivait pas à mettre en relation les stratégies de raisonnement avec la valeur, justement, avec le système émotionnel. Parce que dans les prises de décision, il y a la conjonction des deux. Alors, le problème, c'est que ces principes simplex, on pourrait en faire la liste, mais on n'a pas le temps, sont très généraux. Mais pour agir et apprendre, il faut tenir compte de la diversité. J'arrive avec mes grands sabots à la vicariance, chère madame. Apprendre à apprendre, c'est, comme nous l'a dit Bertrand Schwartz, moi je suis entré à l'école des mines de Nancy, le premier jour, il a réuni toute la promotion et il a dit, c'est très simple, dans mon école d'ingénieur, je dois former des ingénieurs, mais tout ce que je vais vous apprendre pendant 3 ans ne vous servira à rien dans 10 ans. Quelle merveille! Quelle merveille! C'était il y a pas mal d'années, hein, j'ai 85 ans. Quelle merveille! La seule chose, il nous a dit, la seule chose que je peux faire, c'est vous apprendre à apprendre. Quel pionnier pour conduire à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et je vous cite ce texte de Jacques Leplat, psychologue du travail, chez qui j'ai fait mon premier stage d'ailleurs après l'école des mines. Dire qu'on prend le point de vue de la tâche pour analyser l'activité. Alors oui, il faut repartir du sujet et non pas de procédure imposée. Dire qu'on prend le point de vue de la tâche pour analyser l'activité ne sera donc pas accorder le primat à l'extrinsèque, mais considérer l'activité comme l'élaboration par le sujet de sa propre tâche. L'élaboration par le sujet de sa propre tâche. La vicariance. Alors, le terme vicariance, je ne l'ai pas inventé. C'est un terme qui a été utilisé par les paléontologues. La grenouille en Afrique n'a pas la même tête que la grenouille au Brésil. Mais elles ont le même génotype, mais pas le même phénotype. Et donc les paléontologues appellent cette diversité de phénotypes à partir d'un génotype universel, donc cette diversité à partir d'une universalité, ils appellent ça la vicariance. Deuxièmement, en pédagogie, la vicariance a été utilisée par Bandura aux États-Unis, qui avait fait la pédagogie vicariante, c'est-à-dire qui tenait compte de la diversité. En psychiatrie, le fait que les infirmiers ou les malades qui voient des malades qui souffrent finissent par avoir aussi la même douleur. Donc il y a toute une série d'utilisations qui ont été faites de ce concept. En ce qui me concerne, j'en ai pris deux sens. Celle de la vicariance fonctionnelle, c'est le concept de l'école française de psychologie différentielle. Reclin, le psychologue à la rue Gay-Lussac. Chaque individu dispose de plusieurs processus pour remplir une fonction donnée et s'adapter à la situation. Certains de ces processus seraient chez un individu donné plus facilement évocables que d'autres. Autrement dit, on peut faire la même chose de beaucoup de façons. Et la vicariance d'usage, c'est-à-dire le fait qu'on peut prendre, pardonnez-moi, un crayon pour se nettoyer les oreilles ou un tournevis pour ouvrir une boîte de conserve, enfin un pot là. C'est-à-dire qu'on peut, à partir de la même chose, du même outil, avoir un usage. Donc au fond, dans la vicariance, il y a cette idée fondamentale de la flexibilité, de trouver beaucoup de solutions. Alors voilà une très jolie diapo qui est due à Étienne Quéclin, qui était le directeur du laboratoire de neurosciences cognitives de l'École normale, qui est un polytechnicien économiste devenu neuroscientifique. Et il a décrit différentes parties du cerveau qui font, comme vous voyez, le cortex dorsomédial ici, détecte quand la stratégie guidant le comportement devient non pertinente et déclenche la création d'une nouvelle stratégie. Un autre sens, le striatum ventral, ici, au fond, détecte quand une stratégie nouvellement créée devient pertinente et la consolide en mémoire.
Le cortex préfrontal récupère une stratégie alternative devenant pertinente pour guider le comportement et rejette la formation d'une nouvelle stratégie, inhibition, qui montre son nez. Le cortex préfrontal, ici, infère la pertinence des stratégies alternatives. Donc vous voyez ici ce principe de modularité qu'on retrouve dans la création et le jugement et l'élaboration de solutions vicariantes, c'est-à-dire de solutions alternatives à un problème donné. Donc le cerveau est organisé de cette façon-là. Un outil de la vicariance, l'inhibition, puisque c'est annoncé au menu. L'inhibition est nécessaire pour arrêter ou supprimer une action ou un processus en cours et trouver une autre action ou un processus qui semble plus pertinent selon le contexte. Alors je précise tout de suite qu'il faut que vous lisiez les livres d'Olivier Houdet, psychologue, qui a fait, avec qui j'ai d'ailleurs travaillé, on a fait beaucoup de manips ensemble, on partage avec des approches différentes, moi je suis plutôt physiologiste et lui plutôt psychologue, sur ces questions. L'inhibition et son contraire, la désinhibition, sur lesquelles l'école de Houdet n'a pas assez insisté, sont au cœur de toutes les actions des êtres vivants, telles que la prise de décision, l'apprentissage et même l'oubli, et surtout la créativité et même la tolérance, comme je vous dirai tout à fait en fin de matinée. Agir, c'est tout autant s'empêcher de faire, inhiber ce que réclament isolément les préoccupations personnelles, la tâche ou autrui. L'action consiste à se dépendre de ces présupposés de l'activité en se séparant de certains au moment même où l'on se saisit d'autres comme ressources. Là est le mouvement d'interprétation qui donne sens, retrouver le sens des choses, et guide l'action. De Keyser, c'est une psychologue du travail. Cité par Yves Clos dans La fonction psychologique du travail au PUF 2002. Voir aussi toutes les questions de relation entre travail prescrit et travail exécuté, etc., que vous connaissez, sûrement. Alors, l'inhibition, on parle au singulier, comme on parle de la mémoire, on parle de la décision, on parle de l'attention, on parle même de la conscience, de la conscience. Tout ça est absurde, c'est parce que nous, dans notre culture très théorique, on aime bien les concepts parapluies, j'appelle ça. En réalité, il y a au moins 5 sortes de mémoire. La mémoire épisodique, l'événement, la mémoire sémantique, pourquoi, la mémoire procédurale, comment. Il y a au moins 5 sortes d'attention, il y a vraisemblablement beaucoup de sortes de conscience. Donc tout ça, ça devrait être au pluriel. Eh bien, là, c'est pareil. Nous avons dans notre cerveau, l'évolution a mis au point dans notre cerveau, dans votre cerveau qui est là, une multitude de réseaux inhibiteurs qui chacun a une fonction particulière. Certaines sont très élémentaires, relaxation d'un muscle d'un côté. Si je fais un mouvement, il faut bien qu'il y ait un muscle qui soit activé, l'autre inhibé. Donc ça, c'est le niveau 0. Mais l'inhibition mutuelle, latérale, réactive, rétroactive, proactive, intentionnelle, à tous les niveaux du fonctionnement du système nerveux central, à tous les niveaux, chaque fois qu'il y a un système excitateur, il est doublé d'un système inhibiteur. L'équilibre entre inhibition et excitation est fondamental. C'est ça dont on est fait, finalement. Alors là, je ne sais pas pourquoi vous restez assis. Vous avez réussi à inhiber le désir de partir, de vous lever, mais enfin, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Nous sommes essentiellement un équilibre permanent entre ces deux systèmes et nous avons une multiplicité, les inhibitions. Alors donc la vicariance qui suppose qu'éventuellement on supprime des choses et des moyens génétiquement programmés pour faire quelque chose ou qu'on a surappris. Ben c'est ça, avec inventer, innover, c'est supprimer tout ce qu'on a appris pour inventer quelque chose de nouveau. Ou bien les méthodes, voilà. Pour ça, il faut les inhibitions. Alors un exemple, par exemple, vous savez qu'on a pour contrôler les mouvements des yeux, vous ne le savez pas, mais vous l'apprenez aujourd'hui, on a pour les mouvements des yeux, on a des mécanismes réflexes qui permettent de stabiliser l'image du monde sur la rétine. On fait des saccades, des petits mouvements de l'œil, c'est ce que vous faites pour regarder mes diapos en ce moment, des petits mouvements rapides.
Et puis on a la poursuite, c'est ce que vous faites si je vous dis regardez ma main et que je déplace ma main comme ça doucement. Voilà, ça c'est la poursuite oculaire. Ces systèmes sont sous-tendus par des réseaux neuronaux très différents et notamment ces réflexes qui permettent que quand je bouge la tête, je vous vois quand même, qui font déplacer mon œil en sens contraire du mouvement de la tête. Si on met des prismes, par exemple, comme on l'avait fait sur la pauvre étudiante Annick Béguet il y a longtemps, si on fait des prismes qui inversent le sens apparent du monde visuel, si je tourne la tête à droite, le monde visuel, normalement, tourne à gauche. Ben, si en même temps je mets des prismes qui partent vers la droite, tous ces mécanismes sont perturbés. Et on a montré qu'en une seconde, le cerveau peut substituer un de ces mécanismes à l'autre. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un répertoire de réseaux qui permettent de contrôler les mouvements des yeux. Et si on perturbe un des systèmes, le cerveau est capable d'aller reconstruire, en utilisant les autres systèmes, quelque chose qui permet de faire la fonction. Ça, c'est, disons, dans le domaine sensorimoteur, un exemple de vicariance. Un autre exemple qui vient de l'équipe de Houdet, que j'adore montrer, parce qu'elle est vraiment magnifique, ce qui est plus proche peut-être de certaines de vos préoccupations, un problème logique. On montre au sujet une tâche perceptive, mais on lui pose un problème logique. Je n'ai pas le temps de vous expliquer le détail. Donc il a à prendre une décision logique sur ce tableau de couleurs, de choses comme ça. Alors au début, le sujet adulte résout ça avec cette partie postérieure du cerveau. Vous voyez, c'est là que c'est activé. Là, c'est les aires visuelles. Et il fait des erreurs. Et puis au bout d'un moment, il fait beaucoup moins d'erreurs. On voit pratiquement disparaître toute cette activité, sauf le cortex visuel évidemment, et on voit apparaître l'activité dans cette zone qui est complètement vide ici, qui est le cortex préfrontal. Le sujet a été vicariant, il a complètement changé de stratégie cognitive. Il a inhibé la méthodologie perceptive pour résoudre le problème logique, il l'a remplacé par une autre stratégie qui utilise toute cette partie antérieure du cerveau. Et c'est magnifique parce que c'est un très bel exemple, parce qu'il faut inhiber ce processus pour mettre en... Et ce basculement apparaît aussi chez l'enfant. Au début, l'enfant travaille dans beaucoup de cas avec ce cortex-là, et ça n'est qu'au cours du développement, vers 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans et plus, pour certains, qu'éventuellement, ils arrivent à utiliser cette partie-là. Alors, le cerveau, simulateur et émulateur, pour chercher des solutions à apprendre différemment, il faut aussi pouvoir simuler les actions sans les exécuter. Vous avez tous entendu parler du cortex, des neurones miroirs, je pense, c'est-à-dire ces neurones qui sont activés dans votre cerveau. Quand je fais ça, les mêmes neurones, quand je fais ça, en ce moment, dans votre cerveau, les mêmes neurones sont activés dans votre cerveau que dans le mien. C'est-à-dire vous simulez dans votre cerveau le mouvement que je fais. C'est une grande découverte. Et on sait que ce système de simulation mentale est aussi plus activé lorsqu'on perçoit des mouvements qu'on connaît bien déjà. Le cerveau est simulateur. Si je fais ça, et maintenant j'imagine que je fais ça, j'active à peu près les mêmes réseaux. L'imagerie mentale. Les aires activées pendant l'imagerie motrice sont différentes entre droitier et gaucher. L'imagerie motrice n'est donc pas abstraite, mais incarnée dans les mécanismes de l'exécution. On peut aussi percevoir les mouvements sur une image si la forme est produite par un geste naturel. Cette calligraphie a été faite par un geste. Quand je fais ça dans votre cerveau, j'active une structure du cortex médio-temporal. Eh bien, en ce moment, quand vous regardez cette forme, vous avez une activité dans votre cortex médio-temporal. Parce que le mouvement a été fait naturellement. C'est pour ça que j'insulte depuis une vingtaine d'années les architectes qui nous condamnent à vivre dans des bâtiments rectangulaires et qui ont oublié le sens du mouvement, le plaisir. Contrairement à Paul Andreu, qui lui a réalisé ce magnifique bâtiment à Roissy,
Battier F, je crois. Il avait son cabinet avait essayé, en combinant en informatique des hyperboloïdes, des trucs compliqués, des formes qui ne lui satisfaisaient pas. Il est allé dans son bureau, il a mis un papier sur le mur et il a fait ça. Et cette forme qui est le toit de F, c'est le geste de Paul Andreu. Et quand on le voit et qu'on y est, on est heureux. Et ça, à l'intérieur de votre cerveau, il y a des boucles. Il y en a des boucles, c'est-à-dire des réseaux de neurones qui sont bouclés sur eux-mêmes. Il y en a pour l'émotion, il y en a pour la décision, il y en a pour le mouvement, il y en a pour les mouvements des yeux. Votre cerveau, c'est une machine qui fonctionne comme ça en permanence. Et c'est pour ça qu'on peut d'ailleurs rêver, parce qu'on peut être complètement dissocié du monde extérieur et on peut continuer à imaginer. Moi, je fais des cauchemars toutes les nuits, mais c'est formidablement réel, alors qu'on est complètement déconnecté, parce que notre cerveau a, en plus... Où sont les modèles internes? Oui. Le cerveau a dans ces réseaux-là ce qu'on appelle des modèles internes du réel, c'est-à-dire des réseaux de neurones qui ont les mêmes propriétés qu'un bras, une main, un geste, un lieu. Donc notre cerveau est une machine qui est complètement en interne. Au cours des 15 ans de l'enfance, on construit ces simulations mentales de comment est le monde, et pendant le sommeil, on peut arriver, alors qu'on est complètement déconnecté du monde, à avoir l'impression qu'on prend un train, qu'on porte une valise, etc. Alors ça, c'est possible aussi grâce à une chose qu'on a découvert récemment, pas moi, mais nos amis américains et anglais, c'est qu'il y a une relation entre les mémoires. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a la mémoire épisodique, ce qui se passe entre nous, là, on est là, sémantique, procédurale, c'est-à-dire comment. Eh bien, il a été découvert récemment que quand on fait des scénarios pour le futur, quand vous pensez à ce que vous allez faire après, cet après-midi ou demain, eh bien, les structures du cerveau qui vous permettent de faire ces projets sont aussi divisées, principe de modularité, en des structures épisodiques, quoi, sémantiques, pourquoi, procédurales, comment. Et l'avantage, c'est qu'il y a un aller-retour permanent entre ces modules. C'est-à-dire que la mémoire, c'est fait pour prédire. La mémoire, ce n'est pas fait pour se souvenir de ce qu'a dit Berthoz ou de ce qu'on a fait. La mémoire est un outil inventé par l'évolution pour permettre de prédire. Sans ça, on ne peut pas survivre. Alors, on continue un petit peu et on va peu à peu aller vers les problèmes de la relation avec autrui. Alors, pour simuler le corps, l'évolution a créé un double de nous-mêmes dans notre cerveau. Le schéma corporel, vous en avez entendu parler. Et j'ai déjà donné l'exemple du rêve et des membres fantômes. Et on sait que ça existe grâce à des illusions qui ont été décrites depuis très longtemps, y compris d'ailleurs dans la littérature. Vous voyez le double de Dostoïevski et d'autres, avec des illusions dans lesquelles un sujet peut s'imaginer entre un double de lui-même en face, ou bien peut imaginer qu'il est couché dans son lit et qu'en même temps il se regarde en étant au plafond, des dédoublements. Ça avait été suggéré. Alors on sait que ça se passe principalement dans une zone du cortex temporopariétal ici, qui en même temps est d'ailleurs le cortex vestibulaire. Et donc on a là quelque part dans le cerveau un double de notre corps. Et l'idée, c'est que c'est sur ce double que nous effectuons, par exemple, pendant le rêve, toute une série d'activités, etc. Alors, on a montré récemment qu'on peut on peut le mettre en évidence. Il faut que je m'échauffe un peu là. Par exemple, on prend une caméra de télévision. Voilà, on prend une... Voilà, comme ça. Et
si on mettait un casque de réalité virtuelle qui prenne l'image de mon corps qui est vu de dos par cette caméra, je verrais Berthoz là, un Berthoz virtuel devant moi. D'accord ? Et on a montré que si on tape avec une petite tige dans le dos et que je vois cette tige en train de taper dans le dos de mon double, au bout de très peu de temps, j'ai l'impression que mon corps est dans l'espace, est là-bas. C'est mon vrai corps. Ça correspond à un paradigme qui s'est appelé la main de caoutchouc, dans lequel il y avait une manip semblable qui avait fait sur une main cachée, etc. Donc nous avons effectivement la capacité non seulement d'avoir dans notre cerveau un double de notre corps, mais en même temps de le projeter dans le monde. Et vous me voyez venir avec mes gros sabots vers les avatars virtuels. Et en effet, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, c'est des sujets que moi j'ai eu la chance d'étudier avec, par exemple, François Garnier, à l'École nationale des arts décoratifs à la rue d'Ulm, dans lesquels il avait, lui, fait des musées virtuels avec 2 personnes qui avaient chacun son avatar. Et il avait été impressionné du fait que si je suis dans une pièce avec mon avatar devant un tableau et que vous êtes dans votre chambre avec un avatar dans le tableau et qu'on voit nos 2 avatars, au bout de très peu de temps, on peut avoir l'impression, si on discute, qu'on est vraiment dans le monde virtuel en train de discuter. Donc c'est tout le domaine aujourd'hui énorme et passionnant de l'incarnation avatoriale qui est éventuellement éclairée par cette chose-là et avec lesquelles on a fait cette expérience dans laquelle on a pris 50 sujets avec des sujets qui travaillaient dans des musées virtuels, etc. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais il y a maintenant effectivement toute une approche expérimentale pour étudier cette interaction. Et nous avons au Collège de France, avec Étienne Armand Amato, qui est que vous connaissez peut-être, qui est un grand spécialiste de l'image, Étienne Périni, nous avons monté une expérience dans laquelle une caméra prend une image d'un sujet de dos. Dans le monde virtuel, comme vous voyez ici, le sujet, dans le casque de réalité virtuelle, le sujet voit son avatar de dos et on le fait voler, comme dans les rêves, on le fait voler par-dessus des montagnes et des choses comme ça. Et c'est lui qui contrôle l'avatar. C'est-à-dire que le sujet, il y a une kinect qui mesure ses mouvements, on mesure les mouvements du sujet, et c'est le sujet qui va contrôler son avatar, comme dans certains jeux vidéo maintenant. Et l'idée est que l'incarnation avatoriale, ce que Étienne Armand appelle l'instanciation, est facilitée quand c'est le sujet qui produit lui-même le mouvement de l'avatar. C'est-à-dire que par l'action conjointe, on peut augmenter. Et ça, dans les jeux vidéo, c'est devenu très classique, mais nous, on a déjà commencé ça il y a 15 ans. Voilà. Donc il y a tout un monde là qui est à l'interface entre les neurosciences et... Je mentionnais ça parce que je sais que ça vous intéresse. Le dernier point, c'est l'adaptation du cerveau. Il faut savoir que l'apprentissage et la vicariance modifient le cerveau. Alors ça, vous le savez tous, mais je vous montre quelques diapos qui appartenaient en fait à l'exposé de tout à l'heure, avant la pause, mais je vous les montre rapidement. Je vous rappelle que la matière blanche est modifiée, les fibres sont modifiées par la pratique précoce de la musique. C'est une étude qui a montré ça sur l'influence du piano par l'enfant. Le volume de matière grise augmente, matière grise c'est les neurones, augmente avec l'ancienneté chez les mathématiciens. L'hippocampe des chauffeurs de taxi londoniens est plus grosse que le nôtre, parce que les chauffeurs de taxi, ça a été fait par l'IRM, hein, tout ça. L'hippocampe, c'est la structure qui code les lieux. Et parce que les chauffeurs de taxi, c'est vrai pour les chauffeurs de taxi parisiens, à condition qu'ils n'utilisent pas le Waze, parce qu'ils sont obligés d'aller travailler, de faire travailler leur hippocampe pour savoir les chemins. Donc nous savons que la pratique, qu'elle soit cognitive, d'informatique ou motrice, modifie profondément le cerveau. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir sur l'apprentissage. Et ça n'est pas seulement les neurones, mais aussi les systèmes neuroendocriniens, la dopamine corticale
peut être modifié simplement par l'imagerie mentale. Voilà. Donc, extraordinaire modifiabilité de notre cerveau par l'apprentissage. Et en même temps, évidemment, le surapprentissage risque de produire des effets. Chaque chose peut produire des effets contraires. Ça, c'était la pause. Voilà. J'étais pas très loin dans mon petit calcul. Alors, un exemple de vicariance, le changement de point de vue spatial. Maintenant, on va parler de l'espace parce qu'on va arriver à l'empathie. La manipulation des points de vue et la multiplicité des espaces d'action, un outil majeur de l'apprentissage. Et je vais parler des notions de référentiel et de stratégie cognitive. Alors, d'abord, l'espace. Comme la conscience, l'émotion, tout ça, il n'y a pas d'espace unique. Il y a des espaces. D'accord ? Je vous rappelle quand même que l'espace est utilisé depuis les Grecs pour la mémoire. Les Grecs avaient déjà inventé l'utilisation de palais-manteaux pour aller y stocker des données. On sait qu'au Moyen-Âge aussi, les curés, par exemple, ils utilisaient des palais-manteaux dans lesquels ils construisaient un palais. Ils allaient dans chaque chambre mettre un verset de la Bible, des morceaux de texte sacrés. Et ça leur permettait pas seulement de les mémoriser, mais en même temps, en se promenant, la vicariance, ils pouvaient faire un sermon différent chaque dimanche, en changeant la promenade dans le palais. Utilisation de l'espace pour la créativité à partir de la mémoire. Alors ça s'appelle les arts de la mémoire. Il y a des livres très importants, Francis Yates, Arts of Memory, Marie Carruthers, tout ça est traduit en français aussi, Bibliothèque d'histoire, Machina Memorialis, et avec mon ami et collègue John Shade au Collège de France, on a fait un livre qui s'appelle Les arts de la mémoire et les images mentales. Et il y a aujourd'hui des travaux très intéressants qui ont été faits notamment chez François Guerrier à l'École normale sur la création de bibliothèques dans des mondes numériques qui utilisent des palais mentaux comme ça pour aller stocker les choses. Donc il y a aujourd'hui une modernité de ces arts de la mémoire et je vous incite à essayer d'aller voir parce que l'utilisation par le cerveau humain des espaces pour la mémoire, mais aussi pour utiliser les mémoires pour construire des scénarios, est une chose très ancienne qui actuellement a une très grande modernité à cause de la possibilité de créer des mondes virtuels où on met en œuvre cette capacité très ancienne. Ça va ? Je vous donne un autre exemple sur le fait qu'on ne parle pas d'un espace, de la multiplicité des espaces et ce que j'appelle les référentiels spatiaux. C'est la maison commune des Miranas, décrite par l'anthropologue Karadimas. Alors ce qu'a fait Karadimas, je m'assieds parce que les vieux, ça commence à fatiguer un peu. Karadimas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décrit cette maison, c'est la maison dans laquelle sont faites les initiations des maisons communes. Et il a montré que la structure de la Maloka est basée sur le couple, et en particulier sur le fait de faire l'amour, c'est-à-dire la création. L'entrée de la Maloka, c'est le vagin de la femme. Donc la structure intime de la Maloka, c'est le couple. Donc référence à la fécondité finalement. Voilà. Mais la Maloka est aussi organisée dans l'espace géographique. Elle est orientée exactement comme les églises en France, par exemple, sont orientées par rapport à Jérusalem, comme vous savez. Donc deuxième référentiel possible, universel, l'universel géographique est utilisé par beaucoup de gens. Et troisième référentiel utilisé dans cette maison, c'est un modèle du monde cosmique. Par conséquent, voilà des gens qui ont construit leur maison collective dans lesquelles se déroule toute leur vie symbolique, initiation, etc., dans une multiplicité de référentiels. Ça nous intéresse. À la fois le corps, la fécondité, la vie, le vécu, et en même temps les relations entre ça et le monde cosmique. Multiplicité des référentiels dans lesquels nous vivons tous.
Autre élément qui est à la fois des découvertes, mais qui est documenté par la neuroscience moderne, vous pouvez vous rappeler le chemin depuis chez vous jusqu'ici avec au moins 3 référentiels, 3 stratégies cognitives. J'introduis les mots. Vous pouvez vous rappeler votre chemin, comme d'ailleurs, là je commence la partie dangereuse, comme les femmes aiment bien faire, de façon égocentrée. J'appelle ça, moi, une représentation topokinesthésique, c'est-à-dire les mouvements, les repères, la séquence, et c'est en particulier ce que nous faisons avec le cortex gauche, qui est en même temps le cortex du langage. Et ce n'est pas étonnant parce que si je vous demande de décrire le chemin que vous faites depuis votre maison jusqu'ici, vous allez le faire de façon séquentielle. Je suis sorti de la maison, j'ai pris le métro, etc. Séquentiel, avec le langage. Et donc, c'est peut-être pas étonnant, oui, je suis prudent, je ne fais pas de causalité, que ça soit aussi avec le cerveau gauche, principalement, qu'on mette en jeu cette stratégie cognitive séquentielle, épisodique, successive, de représentation mentale de nos trajets dans l'espace. Mais on peut avoir aussi une carte. C'est ce que fait Waze, c'est ce qu'on fait avec les cartes. C'est une perspective que nous appelons allocentrée. Et puis, on peut aussi prendre quelqu'un d'autre comme référence. Par exemple, moi, en permanence, je vous parle en ce moment, mais je suis en permanence en train de réfléchir quand même au fait que je suis filmé et que cette dame me surveille. Et donc, je travaille aujourd'hui, en ce moment, quand je parle, j'utilise tous ces référentiels. Et nous savons que ce sont des réseaux différents dans le cerveau qui sont codés. Par exemple, il y a une manip très simple qui consiste à mettre les gens dans un monde virtuel comme celui-là, un palais virtuel, avec des objets, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, et on montre que si par exemple je vous dis, à quelle distance vous êtes de la poubelle, quelle est la poubelle qui est la plus proche de vous, c'est une tâche égocentrée par rapport à votre corps. Mais je peux vous dire quelle est la poubelle qui est la plus proche de la balle rouge. Vous n'avez pas besoin de mettre votre corps en... Je peux vous dire quelle est la poubelle qui est la plus proche du mur le plus long du palais. Et donc on voit, on montre, comme vous le voyez en bas, que des structures différentes du cerveau sont impliquées chaque fois que nous changeons de référentiel. Ce que vous êtes en train de faire en permanence. D'accord ? Alors tout ça, ça a été aussi découvert par les gens qui font des GPS, parce que moi j'ai été frappé à un moment donné. Alors ça, non, ça c'est ce qu'on avait au Collège de France, une grande salle où on pouvait étudier tout ça en virtuel, à l'époque où j'avais un labo. Mais j'avais été frappé du fait que les premiers GPS, ils étaient cartographiques, comme celui-là à droite. Et puis, quand on conduit une voiture, on est en égocentré. Et donc, moi, je passais mon temps à regarder la route et à regarder la carte. Et mon épouse, elle n'était pas très contente. Elle me disait, mais tu regardes la carte au lieu de regarder... C'était dangereux. Elle avait raison, parce qu'il faut plusieurs secondes pour passer de l'un à l'autre. Et j'avais constaté que les GPS, très vite, sont devenus obliques. Et l'idée qui nous est venue, c'est que ça, c'était très intéressant, parce que les ingénieurs avaient découvert, en fait, le fait que notre cerveau peut coder un paysage oblique dans les deux modes. Et donc, au moment du recall, quand on veut utiliser cette connaissance, on peut alors, puisqu'on a pu extraire dans les deux types de systèmes des informations, on peut utiliser l'un ou l'autre ou les deux en même temps. Et donc, intelligence pratique, mais tout à fait intéressante, des ingénieurs dans la conception de ce point de vue oblique. Et on a essayé de faire des manips en réalité virtuelle pour voir qu'est-ce qui se passait. Alors j'ai mentionné tout à l'heure cerveau gauche, cerveau droit. Je vous rappelle quand même qu'on a un cerveau à gauche et un cerveau à droite. Ils ne font pas les mêmes. Ils ne font pas la même chose. Le cerveau gauche, c'est le cerveau du langage, des propriétés locales, des détails. La mémoire des séquences, j'ai mentionné, pas de vue d'ensemble. Le cerveau droit, c'est l'espace, propriété globale, la mémoire topographique, les liaisons souples. Mes amis, les neuropsychologues suisses, ont dit que le cerveau droit, c'est celui de la pensée magique. Par exemple, quand vous vous mettez à danser pour qu'il pleuve. Alors, on ne le fait pas très souvent, nous, comme ça, mais il y a des gens
qui font ça. Et nous avons même nous-mêmes des... Si on réfléchit bien, au fond, même, on a souvent des comportements qui sont un peu aux frontières avec la magie, hein, dans notre vie quotidienne même. Et donc, ils disent c'est surtout ça. Et puis les deux, vous savez qu'il y a une autoroute qui est callosale, qui fait que ces deux cerveaux travaillent ensemble. Donc je vous le rappelle quand même. Qu'il y ait des différences entre les hommes et les femmes, c'était un sujet très délicat. C'est un sujet... mais c'est un sujet fondamental. Pourquoi? Parce que d'abord, on sait que ce n'est pas la même chose. Nous n'avons pas forcément... Il n'y a pas de raison qu'on ait forcément le même cerveau. Ce n'est pas obligé. Hein, d'accord? Vous voyez que je vais à tout petit pas, là. Hein, surtout qu'il y a... Voilà. On sait que l'anatomie n'est pas exactement la même. Il y a des livres très intéressants sur la cognition spatiale. Doreen Kimura, Sex and Cognition, et Brain Gender, c'est des livres qui résument les données expérimentales de la psychologie expérimentale, qui montrent dans un certain nombre de tâches, qu'elles soient spatiales ou non spatiales, il y a des différences entre les performances des hommes et des femmes. Nous par exemple, normalement, les hommes dans l'ensemble aiment plus faire la rotation mentale des cartes. Regardez une carte à l'envers. Vous, mesdames, puisque vous êtes en majorité ici, c'est pour ça que je suis assez prudent pour ne pas être éjecté, j'ai laissé la porte un peu ouverte. Vous êtes plus aptes à faire la multitâche. Nous sommes plutôt des monotâches ou des triple tâches, etc. Ce qui est très important de savoir, c'est qu'il y a de grandes différences qui sont documentées par la science, mais qu'en même temps, il y a des overlaps. C'est-à-dire, évidemment, en fonction, ça c'est nature, mais évidemment, en fonction de la culture, de l'apprentissage, de nos différences, il y a évidemment des compétences croisées. Vous voyez, je fais ce geste parce que je suis filmé. D'accord? Donc, là aussi, il faut éviter le dogmatisme. Tout ça dépend évidemment, bien sûr, de l'apprentissage et des différences interindividuelles et de l'utilisation. Mais c'est un sujet important et nous avons, dans mon laboratoire, fait beaucoup d'expériences à ce sujet. Je n'ai pas le temps de vous donner toutes les études expérimentales en IRM ou en comportement. Et pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant pour l'apprentissage parce qu'éventuellement, on ne peut pas demander peut-être à des garçons et des filles d'apprendre les choses de la même façon. Par exemple, moi, je prétends que les mathématiques ont été enseignées, peut-être le sont encore, principalement pour les mecs. Pour les mecs. Pour les hommes, garçons. Et qu'une des raisons pour lesquelles on a dit que les filles étaient moins bonnes en maths, c'est qu'éventuellement, eh bien, on a... vous savez, les filles n'allaient pas à l'école jusqu'à 2 générations au-dessus de moi. Et je vais vous donner un exemple de vicariance. Quand j'étais en taupe, on devait faire je sais pas, c'est un peu plus loin. Enfin, j'en parle maintenant. On devait calculer par des équations l'intersection entre un hyperboloïde. Hyperboloïde, c'est les énormes bâtiments qui, dans les centrales nucléaires qui rafraîchissent la vapeur, hein, et un cône. C'est une conique. Tous mes amis en taupe le faisaient avec des calculs. Moi, j'étais incapable de faire ça. Je n'étais pas bon du tout en maths. C'est pour ça que je ne suis pas entré à l'école polytechnique. Je suis entré aux mines parce que j'étais bon en français. Et moi, je pouvais faire ça en 5 minutes avec les points cycliques. Les points cycliques, c'est des points imaginaires. J'avais découvert une méthode qui s'appelait la descriptive, qui faisait appel à des points imaginaires, qui sont connus en mathématiques. Et donc, mon cerveau était capable de résoudre ce problème par une méthode complètement différente, très rapidement. C'est merveilleux. Je n'ai jamais retrouvé vraiment, d'ailleurs, la méthode. Moi, je l'ai vécu, cette vicariance, c'est-à-dire cette capacité que nous avons. Et c'est pour ça qu'il y a un problème de refondation de la pédagogie. D'accord? On est bien d'accord. Je passe. Alors, tous ces problèmes de manipulation des référentiels spatiaux, je le mentionne évidemment, ce n'est pas étonnant s'il y a des grandes pathologies. On a travaillé sur les schizophrènes et des gens comme ça, pour montrer qu'il y a un certain nombre de grandes pathologies psychiatriques dans lesquelles les gens ont des difficultés de changer de référentiel. Autre chose très importante, c'est que nous n'avons pas les mêmes réseaux dans le cerveau pour les différents espaces.
il a été montré par une manip très simple avec un simple pointeur laser. On met un sujet dans l'IRM et on le fait pointer vers un écran à 70 cm ou à 1,50 m. C'est pas beaucoup, hein. C'est ça, c'est la table, l'espace péripersonnel et 2 mètres. Vous, madame. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes réseaux dans mon cerveau qui traitent les problèmes de l'espace ici et les problèmes de si je veux interagir avec vous. Ou si je veux comprendre, vous me voyez venir, comment vous me percevez, etc. On n'arrive pas à peu avec la relation avec autrui. Et les neurologues nous ont déjà dit depuis longtemps qu'il y a l'espace du corps, dont nous avons parlé avec ce modèle interne, l'espace de préhension, péripersonnel, l'espace extrapersonnel et l'espace environnemental. Et donc, vous n'utilisez pas les mêmes réseaux de cerveau dans votre cerveau actuellement si vous écrivez sur la table ou si vous imaginez ce que vous allez faire tout à l'heure pour aller déjeuner. Modularité, principe simplex, c'est une complexité apparente puisqu'on doit utiliser, on doit changer sans arrêt de réseau. Mais ça permet la spécialisation, donc de mieux résoudre les problèmes liés à chaque problème, parce que je n'ai pas besoin des mêmes données, des mêmes connaissances pour savoir comment je vais me coiffer ou attraper correctement cette là, avec mon corps, ou imaginer comment je vais courir dans cette salle, ou comment je vais rentrer chez moi. Spécificité, modularité, mais en même temps flexibilité qui permet le choix. Et puis le problème global, c'est l'unification de tout ça, sur lesquels on travaille actuellement, sur les mathématiques de Grothendieck, les topos, qui sont des mathématiques auxquelles très peu de gens comprennent. Chaque espace est un espace d'action différent qui exige des géométries différentes non euclidiennes. On en revient à la même chose. Espace du corps, péripersonnel, locomoteur proche, environnemental. Et nous avons fait avec Tamar Flash, à l'Institut d'études avancées de Paris, il y a quelques années, un colloque avec les artistes. Parce qu'il m'est venu à l'idée, avec Tamar Flash, que les artistes nous montrent ça d'une façon non scientifique. Que quand on voit la façon dont Picasso ou un certain nombre de gens traitent, démontent les espaces, changent de point de vue, manipulent les espaces, les artistes, au fond, y compris dans la musique d'ailleurs, nous expliquent ça depuis un certain temps, en parallèle avec... Donc on a mis ensemble des neuroscientifiques et des artistes, j'aime beaucoup ça, faire ça, pour essayer de discuter ces choses-là. Ça a fait ce bouquin en anglais. Alors, autre chose intéressante, peut-être pour l'apprentissage, sur lesquels je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, nous n'avons pas les mêmes réseaux dans le cerveau pour explorer et exploiter. Je suis venu à l'ISID pour la première fois ici. Donc, j'ai exploré. Tout à l'heure, j'ai pensé que c'était la première salle. Et puis ensuite, on m'a dit non, c'est là. Et puis tout à l'heure, je me suis allé aux toilettes. Enfin, j'ai exploré. Si je reviens demain, où je vais exploiter ma connaissance. Et donc, nous n'avons pas tout à fait les mêmes réseaux quand on explore et qu'on exploite. Alors ça, c'est intéressant aussi pour l'apprentissage. Ça veut dire que la première fois qu'on apprend, qu'on entre dans une réalité, surtout quand on utilise l'acte pour aller chercher des connaissances, on le fait d'une certaine façon, mais après, on le fait différemment. Quand on arrive à Rome et qu'on a un hôtel et qu'on va voir une des places, Piazza Navona. Le premier jour, on explore, et puis le deuxième jour, eh bien, on choisit quelque chose. Bien. Donc, il y a aussi cette différence entre exploration et exploitation. Et ça doit être vrai dans les mondes virtuels et dans l'informatique, etc. On explore des mondes virtuels, et puis après, on se crée soi-même sa stratégie. Même chose aussi pour la familiarité, avec Pascal Piolino. Pascal Piolino, c'est une chercheuse professeure à l'université de Boulogne, qui a un très gros laboratoire à Sainte-Anne,
qui fait des études remarquables sur la mémoire autobiographique, grande spécialiste de toutes ces choses-là, du vieillissement, de l'identité. Nous avons fait une expérience ensemble, comportementale purement, pour regarder si on avait, comment on utilisait des avatars d'ailleurs, dans l'exploration ou l'exploitation d'un trajet dans le quartier latin. Donc on a pris des sujets qui étaient familiers au quartier latin et d'autres sujets qui venaient de province ou qui n'étaient jamais venus. Et donc c'est une dimension aussi extrêmement importante de l'apprentissage, qui est la familiarité avec les lieux là. Mais enfin, vous pouvez extrapoler à d'autres choses. Ça peut être la familiarité avec un logiciel, hein, avec C++ ou je ne sais quel autre logiciel. Donc la familiarité est objet d'études scientifiques, c'est ça que je dis. Alors il y a aussi d'autres dimensions, je crois que je n'ai pas de diapo là-dessus, parce que je veux passer à l'empathie. C'est qu'on a aussi comparé quelque chose de très intéressant, c'est vous savez que dans les mondes virtuels, on peut soit être à la première personne, c'est-à-dire qu'on va par exemple explorer une rue, un trajet dans une ville virtuelle, et puis c'est soi-même, il n'y a pas d'avatar, mais on peut aussi avoir son avatar. Et donc la question qu'on s'est posée, qui a donné lieu à toute une série de papiers que vous pouvez lire si vous êtes intéressé. Moi, mon travail aujourd'hui, c'est de vous intéresser éventuellement, et que vous alliez chercher éventuellement des papiers, c'est facile, hein, sur PubMed ou dans les bases de données. On a comparé donc l'efficacité de l'exploration et de la mémorisation de trajets lorsqu'on est à la première personne ou lorsqu'on est à la troisième personne avec un avatar. Et il y a des avantages, des inconvénients, etc. On n'a pas le temps d'en parler maintenant. Mais c'est un sujet extrêmement intéressant qui aujourd'hui fait l'objet d'études expérimentales qui pourraient vous intéresser. Je peux vous donner là que des pistes. Alors, on va terminer là-dessus. L'empathie, ça va aller vite parce que si j'ai été clair, vous allez vite comprendre. L'empathie. L'idée, c'est que la vicariance permet aussi de changer de point de vue et de perspective spatiale. Et donc, on a construit une théorie de l'empathie. Et cette théorie, elle dit quoi? Elle dit qu'il y a deux façons d'interagir avec autrui. Je me lève. La sympathie et l'empathie. La sympathie, Mitfühlung, avaient dit les philosophes allemands, avec sentir, processus spatial et temporel par lequel nous ressentons la même chose qu'autrui au même moment. L'empathie, Einfühlung, dans sentir, consiste à se mettre à la place de l'autre avec un changement de point de vue, de référentiel spatial, en utilisant son corps virtuel, son double, tout en restant soi-même sans forcément éprouver les émotions d'autrui, l'inhibition, la contagion émotionnelle. Pour ça, Alors, le système miroir, ça n'est pas l'empathie. Le système miroir, c'est la sympathie. On simule ce que fait l'autre. C'est le cerveau simulateur de ce que fait l'autre. C'est ce que fait l'enfant quand la maman fait « le bébé fait « quand la maman sourit, le bébé sourit, etc. Et si je bâille, la moitié d'entre vous vont bâiller. La sympathie, c'est aussi le contact par le regard. Si je regarde l'un d'entre vous, pardonnez-moi, immédiatement, nous activons nos deux amygdales. C'est-à-dire, j'active immédiatement votre cerveau émotionnel. C'est ce qui a été montré par une très belle manip faite en imagerie cérébrale. Quand on regarde un visage, on active le fusiforme. Et quand on échange le regard, c'est-à-dire au lieu de regarder sur le côté, on regarde de face, immédiatement, on active tout le cerveau émotionnel. C'est pour ça qu'à la douane, éventuellement, il ne faut pas regarder le douanier, parce que si vous regardez le douanier en face, tout de suite, il se dit « celui-là, il a quelque chose à cacher ». Voilà. Vous n'aurez pas perdu votre temps complètement ce matin. Alors nous, on a monté un truc, et maintenant, pour terminer la matinée, pas tout à fait terminé, vous allez faire un peu d'exercice, vous allez tous mettre votre main comme ça, et vous n'allez pas tuer votre voisin. J'aimerais que vous les preniez eux, s'il vous plaît. D'accord ? Bon. Alors vous allez tous faire comme moi le plus vite possible. Alors attention, 1, 2, 3. Eh ben non, 85% de femmes. Alors, non, j'ai la main droite en bas. Ah, voilà.
Donc, dans les amphis, c'est très simple. Hein. Les femmes, 85%, vous êtes restés en sympathie, vous ne vous êtes pas mis à ma place, vous êtes restés confortablement assis. Ça s'appelle le paradigme du funambule, et c'est un paradigme sur lequel on a travaillé depuis 10 ans, qui est utilisé actuellement même dans les écoles pour apprendre le changement de point de vue et l'empathie. Et nous avons, avec une philosophe d'ailleurs à l'origine d'Arangère Thiriou, et fait des expériences à Lausanne chez Olaf Blanquet, en EEG, en enregistrant l'activité cérébrale. Et on a montré que lorsque on fait ce que vous avez fait vous, c'est-à-dire qu'on est en sympathie, on ne change pas de point de vue, on active certaines aires du cerveau qui sont d'ailleurs les mêmes que celles qui sont impliquées dans certaines formes dites autoscopie, de dédoublement de soi. Vous voyez, c'est tout ce que j'ai raconté qui est utilisé. Mais si on fait ce qu'un certain nombre d'entre vous ont fait, c'est-à-dire se dire « Ah ben oui, hein », on change de réseau dans le cerveau. Alors on le refait une fois. Attention. 1, 2, 3. Et voilà. On fait faire cette expérience à des patients schizophrènes à l'hôpital à Poitiers, en psychiatrie. Et les schizophrènes qui ont des difficultés de relations sociales aussi ont des déficits dans cette manip. Nous avons montré avec Olivier Houdet et toute cette équipe qu'il faut inhiber, parce que vous avez été obligé pour le faire la deuxième fois d'inhiber le mécanisme de base. Et donc, en conclusion, l'empathie est un processus dynamique complexe qui fait intervenir plusieurs réseaux du cerveau en coopération, en compétition. Et nous avons, je vous montre rapidement les diapos simplement, il y a toute une série de recherches expérimentales qui ont été faites maintenant en imagerie cérébrale avec des patients, avec beaucoup de paradigmes que je n'ai pas le temps de vous décrire, y compris des paradigmes avec un miroir double. Maintenant, on travaille avec les autistes, on travaille avec les jeunes femmes qui ont des anorexies mentales, qui ont un problème avec leur corps et dans la relation avec autrui. On travaille avec schizophrènes, autistes, avec les pédopsychiatres à Rennes, à Poitiers, en Italie, sur ce paradigme et d'autres. On a aussi fait, donc, avec François Garnier, ce musée dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je termine en 5 minutes, ça vous va? Oui. Bon, tant pis. Sur le problème du développement de l'enfant, parce que je voudrais vous terminer. Donc l'enfant peut, au cours du développement de l'enfant, cette capacité de changer de point de vue, Piaget l'avait décrit, il avait dit que c'était vers 6-7 ans, 5 à 7 ans, que l'enfant faisait cette acquisition. Avec Olivier Houdet, on a confirmé le fait que d'être capable de passer d'une stratégie égocentrée, centrée sur soi, comme la sympathie c'est égocentré, à allocentré ou à hétérocentré, hein, on en est là, égocentré, allocentré c'est la carte, hétérocentré c'est prendre autrui comme référentiel, apparaît particulièrement avant 10-11 ans. On l'a montré aussi en Hollande avec des équipes, dans des paradigmes plus compliqués, qui montrent qu'en réalité, ça commence vers 4-5 ans, mais ça progresse. C'est ce que Piaget avait décrit. Et nous avons fait chez l'enfant toute une série d'expériences avec le funambule, qui, elle, montre qu'en fait, il y a une période particulière entre 9 ans et la puberté. La puberté, c'est la grande tempête chimique et tout ça, c'est autre chose, mais entre 9 ans et 13-14 ans, il y a l'acquisition de la capacité de changer de point de vue, particulièrement, et donc d'être empathique. Et on a toute une série de manips, qui sont d'ailleurs pour une partie en cours, avec des classes virtuelles. Ça s'est fait justement avec le département de pédagogie et de didactique de l'Université de Salerne. C'est une manip qui est actuellement en cours à l'hôpital La Salpêtrière, qui va donner l'occasion d'une thèse entre Salerne et nous sur les changements de point de vue. On a un prof qui est là, on a des étudiants, et puis, vous voyez en haut, et puis en bas, on dit au sujet quel est l'étudiant qui voit le prof, donc ça devient un peu plus social. Et je termine, c'est la dernière diapo. Moi, j'ai construit une théorie, et c'est parce que apprendre exige un monde tolérant où l'on peut changer de point de vue. La vicariance, pour moi, est un des fondements de la tolérance. Aujourd'hui encore, des fanatiques enferment le cerveau de l'enfant ou du jeune adulte dans des schémas mentaux rigides qui engendrent la haine, le fanatisme ou la dépendance cognitive. Le matraquage du monde numérique aussi.
pas seulement des personnes, mais... Et l'hypothèse que moi j'ai formulée, sur laquelle on travaille avec un certain nombre de gens, c'est qu'il existerait ce que j'appelle une période critique cognitive pour le changement de point de vue, la tolérance entre 7 ans et 12 ans, qui est l'âge qui a été utilisé depuis toujours. Hein. Pol Pot, Hitler l'avait fait avec les jeunesses hitlériennes. C'est une période dans laquelle l'idée est que... Qu'est-ce que c'est qu'une période critique? Vous savez tout ce que c'est. Hein. C'est ces périodes dans le développement de l'enfant ou de l'animal dans lesquelles s'ouvre une capacité. Voir, entendre. C'est un mécanisme biologique. Eh bien, si à ce moment-là, on ferme les yeux des enfants ou on ne leur donne pas cette capacité, ça ne marche pas. Donc l'idée serait qu'il y aurait aussi une période critique cognitive dans cette période particulière de l'âge, entre 9 ans et 13 ans, et tout le monde, empiriquement compris, qu'ici on enferme les enfants à cet âge-là, qu'on ne leur apprend pas cette manipulation vicariante des points de vue, eh bien ça devient très très difficile après de leur faire changer d'opinion. Et je termine sur cette petite minute qui vous montre qu'à mon avis, tout ce qu'on discute ce matin, eh ben, c'est aussi important pour toute une série de choses plus générales, quoi, hein, du monde. Et merci de m'avoir écouté. Merci.